Imaginez tenter de résoudre un jeu et réaliser que ça n'a jamais été possible. Un jeu si complexe qu'il semble être résolvable que par des dieux. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est mes recherches sur la meilleure façon de jouer possible existante au poker, que j'ai fini par nommer le jeu divin. Pour pouvoir vous présenter ce jeu, je vais devoir le simplifier. On va être une entité à mémoire infinie, qui n'a pas d'émotion et qui joue un humain à mémoire définie, qui a une mémoire qui se renouvelle constamment, et qui a des émotions. L'entité va donc chercher quelle est la meilleure façon de jouer. On va avoir plusieurs niveaux, on va commencer par le niveau 1. En premier lieu, elle va essayer de comprendre quelles sont donc les mains par rapport aux actions adverses. Ça veut dire par exemple, en fonction des types d'open qu'il va faire, en fonction par exemple des sizings de 3 bêtes, en fonction des sizings post-flop, quels sont ses ranges par rapport au board. Ensuite, elle va y ajouter la vitesse d'action. Ok, si un adversaire fait 2 tiers en prenant 5 secondes, plutôt que 10 secondes, ça ne voudra pas dire la même range, ça ne voudra pas dire la même chose. Ensuite, ça sera en fonction de ses actions à elle. C'est-à-dire que par exemple, si post-flop, elle décide de miser demi-pot, et que l'adversaire décide de raise avec une certaine vitesse, par exemple à un certain montant, 3x, ça ne voudra pas dire la même chose que si on décide, enfin l'entité décide de miser un tiers et qui décide de miser avec une certaine vitesse un certain sizing. Même chose pour la vitesse d'action de l'entité. Si l'entité décide de snap un certain sizing et que l'adversaire décide de raise avec une certaine vitesse, ça ne voudra pas dire la même chose que si elle tank et qu'il décide de raise à cette même vitesse. À cela, on va ajouter aussi l'historique. C'est-à-dire que, à même chose qu'on a dit juste avant, même si je pense que déjà ça doit paraître très complexe, et ça l'est, parce que je pense que déjà, pour l'instant, les possibilités paraissent déjà infinies. Mais il faut essayer de le comprendre. On va essayer, je vais le simplifier en fait pour que vous puissiez comprendre le concept d'historique. Mais par exemple, si vous avez un adversaire qui vous a 4 bêtes 3 fois d'affilée, et qui décide de 4 bêtes juste la main d'après, juste après, vous n'allez pas réagir de la même manière que s'il ne vous avait pas 4 bêtes avant. Donc en fonction de l'historique, les actions adverses n'auront pas les mêmes impacts. Et bah là, c'est la même chose, c'est la même idée. Tout ce que je viens de dire, mais avec l'historique, en fonction des historiques possibles qui sont arrivés. Ensuite, nous allons prendre le préflop et le flop. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant. Maintenant, si jamais vous avez une action, par exemple, qui est faite préflop, et ensuite une action qui s'ensuit flop, on va dire que l'action flop, on va l'appeler action X. Si jamais l'action préflop est différente, l'action X ne voudra pas dire la même chose. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le truc. Imaginons qu'il y a un open au bouton, l'adversaire call en big blind, vient un flop, qui est le même flop dans tous les cas, on décide de miser demi-pot, eh bien, ce demi-pot ne voudra pas dire la même chose si par exemple, pré-flop, on a utilisé une vitesse différente et un open différent, malgré que ça pourrait être un sizing similaire. Ce qui va se passer post-flop. En gros, c'est cette idée-là. Les combinaisons pré-flop, flop vont faire que ça ne voudra pas dire la même chose. Au lieu de prendre que le flop, pré-flop et flop nous permettra d'être beaucoup plus précis. Si ensuite vous rajoutez la turn, donc pré-flop, flop et turn, ça sera encore plus précis. Il y aura encore plus de possibilités. Par exemple, open 2.5 pré-flop, flop demi-pot, turn 2 tiers. Eh bien, si jamais c'était open 2.5 pré-flop, flop demi-pot, mais cette fois-ci snap au lieu que ça soit tanké, et turn au lieu que ça soit un tank, le bet il a été snappé, les mêmes sizing, ça voudra pas dire la même chose. Encore une fois. Même par exemple aussi pareil, si jamais on décide de miser qu'il y a un raise. Ça voudra aussi pas dire la même chose. Et si on rajoute encore la river, ça rajoute encore énormément de possibilités différentes. C'est-à-dire que là, normalement, vous devriez ne pas trop comprendre. Vous n'aurez pas le cerveau, je ne pense pas qu'il est capable de trop réaliser ça. C'est juste que ça, c'est compréhensible sur le fait que oui, s'il y a une action pré-flop, flop, turn, et qu'il y a une vitesse qui est différente à un moment donné, forcément, il y a des ranges qui vont changer. Puisque à action différente, à chose différente, à réaction différente, égale une réaction différente, justement.
Il n'y aura pas exactement la même réaction. Ensuite, à ça, vous ajoutez les émotions. En fonction des émotions adverses, les mêmes choses, les mêmes sizing, les mêmes timings qui ont été utilisés ne voudront pas dire la même range en fonction des émotions. Et vous pouvez savoir, assez simplement quand même nous, humains, quelles émotions a l'adversaire. Quelle émotion si jamais c'est du tilt, typiquement. Ça peut se voir que l'adversaire est tilté. On peut s'en douter qu'il est tilté. Donc ça veut dire que c'est possible à comprendre. Il y a peut-être aussi d'autres émotions qui sont compréhensibles. Mais ça, c'est autre chose. Et je ne vais pas aller jusqu'à là. Donc là, j'ai parlé du niveau 1. Normalement, c'est déjà incompréhensible. Puisque c'est très difficile à imager. Et ce n'est que le niveau 1. Donc maintenant que l'entité a fait toutes ses recherches par main, elle va maintenant faire des tests sur des lots de mains. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, elle subissait ce qui se passait avant. Elle était vraiment en submission totale. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce qui s'était passé avant et en fonction de ce qui arrivait sur la main, elle décidait de prendre une décision pour avoir le meilleur win rate sur cette main précise. Parce qu'elle a finalement réussi à comprendre du coup par rapport aux vitesses d'action, etc., ce qu'avait l'adversaire, par rapport à les vitesses d'action qu'elle allait faire elle, par rapport à ce qu'elle va miser aussi, qu'est-ce qu'aura l'adversaire en termes de range, et du coup maintenant elle est capable de prendre les meilleures décisions sur une main. Si on prenait un référentiel d'une main. Mais si on prend le référentiel d'un lot de mains, ça devient très très différent. Vous allez comprendre ce que j'appelle par lot de mains. En gros, si on joue un certain lot de mains, d'une certaine manière, pour créer des réactions futures X, dans les prochaines mains, on peut faire en sorte de gagner plus d'argent. Là, je lis ce qui est écrit, c'est peut-être pas encore compréhensible, quand vous allez voir l'exemple, ça va être compréhensible. En gros, l'objectif va être d'agir d'une certaine manière pour construire la mémoire adverse. On rappelle, le jeu c'est de la perception, on imagine des choses quand on voit l'adversaire jouer. Donc si jamais on imagine peut-être certains leaks, certaines choses, et qu'on cherche à s'adapter contre ça, mais qu'en fait, les perceptions qu'on a eues ont été mises exprès par l'adversaire pour qu'on s'adapte de cette façon, pour que lui puisse s'adapter contre ça parce il pouvait gagner plus d'argent en faisant ça, eh bien on vient de se faire avoir. Idem pour les émotions. Il peut aussi chercher à jouer d'une certaine manière pour trigger certaines émotions chez nous qui lui permettra de gagner plus d'argent après. Et il sera prêt à perdre un peu d'argent avant pour gagner plus après. Je vais donner l'exemple. Imaginons si on pense en termes de mains. Pardon. J'ai bégayé. On va prendre 4 mains. Ok. Les 4 mains, dans les 2 lots, ce seront les mêmes distributions. Même distribution de board, même distribution de mains. Main 1, on gagne plus 1 bébé, en pensant au meilleur win rate sur la main. Main 2, plus 2, main 3, plus 2, main 4, plus 1, et à la fin, du coup, on a plus 6 bébés. En lot de main, on décide de prendre un certain move à la main 1, pour que l'adversaire joue plus tard d'une autre manière. Main 2, pareil, on prend un certain move aussi. Donc pour l'instant, on ne prend pas les meilleurs win rates sur la main. C'est ce qu'il y a à montrer. Sauf que, ces deux actions ont créé une réaction adverse qui fait que, à la 3e main, on prend plus d'argent que cette main 3. Et qu'à la 4e main, on prend encore plus d'argent que la main 4. Et à la fin, par exemple, ici, on gagne 9 bébés au lieu de 6 sur ces 4 mains. C'est l'idée. Alors là, je vais pas vous expliquer dans le détail comme j'ai fait avec le niveau 1, chaque étape, parce que je serais même pas capable de le faire. C'est beaucoup trop complexe. Là, toutes les possibilités qui peuvent exister. Je pourrais pas le faire, de toute façon. Et si jamais je décidais de le faire, je pense que ça prendrait 10 ans. À vous expliquer ça. Il n'y a pas besoin, vous avez juste à comprendre que oui, ça paraît totalement infini et que c'est juste l'idée de créer des réactions adverses différentes. Jouer d'une façon différente pour créer des réactions pour après gagner plus d'argent. Il va tester énormément de choses comme ça pour à la fin essayer de trouver quelle est la meilleure chose à faire. Sauf que, il va avoir un détail. Ça va être une constante adaptation en fonction des distributions de spot, et réactions adverses. La chose qui est chiante, c'est que on ne peut pas savoir, l'entité ne peut pas savoir les cartes qui vont tomber. Et donc, elle va partir sur une stratégie à la fin. Imaginons, elle trouve énormément de stratégies qui sont très bonnes pour créer des réactions plus tard. Elle a quand même ce truc de, ok, elle commence une stratégie, sauf que, si jamais
juste après, il y a des spots totalement contradictoires qui arrivent, elle est obligée de changer de stratégie. Elle est obligée de s'adapter. Et en fait, c'est limite si à chaque main, elle va être obligée de s'adapter dans sa stratégie de lot de main. Parce qu'elle ne peut pas prédire les boards, ce qui va tomber plus tard, et donc les réactions que va avoir l'adversaire, et donc il y a certaines perceptions qu'elle ne pourra pas modifier, enfin, où elle ne pourra pas avoir accès sur le cerveau adverse, ainsi que sa mémoire, ainsi que ses émotions, elle sera obligée de subir ce qui va se passer. Elle ne connaît pas les cartes non plus que va avoir l'adversaire, en fonction des cartes que va avoir l'adversaire, il ne va pas réagir de la même façon émotionnellement, et aussi dans sa mémoire, les choses qui vont se mettre ne seront pas les mêmes. Donc, il va tout le temps devoir essayer de s'adapter en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de l'historique, en essayant de penser dans le futur, ok, quel est maintenant le meilleur lot de main que je peux faire, la meilleure stratégie sur le lot de main que je peux faire avec ce qui s'est passé là et avec ce qui s'est passé avant, tout le temps. Ce qui pose un problème. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à résoudre le jeu. Il n'arrive pas à trouver une réponse. Et en fait, c'est très simple, oui. C'est que le seul moyen de pouvoir avoir un jeu parfait, avoir une stratégie parfaite, une stratégie qui fonctionne parfaitement, ce serait de pouvoir prédire les mains adverses, nos mains, et les mains, enfin, et les cartes du board qui vont tomber. Et la seule chose possible, enfin, le seul être qui peut faire ça, c'est un dieu. C'est pour ça que j'avais appelé ça le jeu divin. C'est qu'en fait, il n'y a pas de résolution possible. Ça changerait constamment. On ne peut pas, on est obligé de subir. La seule entité qui ne pourrait ne pas subir le jeu serait un dieu. Et c'est tout. D'où le nom. Par contre, vous venez de réaliser, nous sommes au niveau 2. Et il reste encore 2 niveaux. Ces 2 niveaux, c'était la version simplifiée. Maintenant, passons à la version complexe. Enfin, la version qui est plus réaliste. Sachant qu'en plus, même jusqu'à la fin, en réalité, j'ai forcément oublié des variables que je ne connais pas moi-même. Commençons. Je parlais de jouer un joueur, qui était un joueur, on va dire X. Sauf qu'en fait, il existe plusieurs humains différents, qui ont des cerveaux différents, des mécanismes cérébraux différents. Donc, ça veut dire pas la même façon de jouer en fonction de ces types de joueurs. Ensuite, j'ai parlé d'un 1 contre 1. Mais c'est rare qu'on se retrouve en 1 contre 1. S'il y a 2 joueurs à profil différent, ça décuple encore les possibilités. Si on est en 6 max, 5 joueurs devant nous, ça décuple encore les possibilités. 9 max, 8 joueurs devant nous, ça décuple encore les possibilités. De toute façon, normalement, vous comprenez déjà plus rien. Enfin, genre, c'est impossible d'imaginer l'infinité les possibilités de ce qui se passe là. De ce que ça pourrait être. Moi-même, je comprends rien. Je suis capable de comprendre que ça rajoute des variables, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Et niveau 4, on est un humain. Et pas une entité à mémoire infinie et sans émotion. C'est-à-dire qu'une entité à mémoire infinie pouvait faire tous ses tests, ses stratégies, penser juste à l'adversaire, à comment il réagirait, sauf que nous, on doit penser à une chose, c'est que nous aussi, notre mémoire, nos émotions sont variables. La mémoire est renouvelée constamment. Nos émotions, on a des variations dessus, qui changent notre façon de jouer à nous, ce qui crée un énorme problème. Ce qui crée le fait que si avant les possibilités étaient infinies, ça n'arrête pas de se décupler. Hein. Un infini qui est fois infini. Pour nous, ça peut que être l'infini. Bon, j'espère que ça vous a aidé à réaliser que pour nous humains, il est même pas imaginable de penser qu'on pourra résoudre ce jeu à même 1%.